Ce soir-là, David et Stella se promènent main dans la main. David est venu la chercher chez elle et le père de Stella l'a accueilli comme son fils, car il sait que bientôt les deux jeunes gens seront mariés. Ils se connaissent depuis la maternelle et ils ont fait toutes leurs études ensemble. Dès son plus jeune âge, David est tombé amoureux de Stella et, contrairement à ce qui se passe habituellement, ce sentiment ne s'est jamais dissipé. « Allons voir notre arbre, veux-tu » dit Stella à son amoureux. Il lui sourit tendrement et ils s'enfoncent tous deux dans la petite forêt qui borde Freetown. C'est là qu'ils venaient toujours se promener quand ils étaient enfants. « Tu te souviens de toutes les histoires qu'on racontait sur ce bois » demande Stella. « On disait qu'il y avait des animaux monstrueux et des géants qui capturaient les enfants pour les manger. Mais moi, je n'avais pas peur, parce que tu étais là. »« Je sais, » dit David, « et ça me rendait très fier. Il y avait des gamins plus costauds et plus âgés dans la classe, et ils te proposaient de t'accompagner, mais tu leur disais que j'étais assez grand pour te protéger. » Ils se mettaient à rire et Stella l'imite bientôt. Mais soudain, à un détour du sentier, ils s'arrêtent. Ils contemplent l'immense chêne dressée devant eux. « Tu te souviens ?» souffle David, comme si on risquait de les entendre. « Notre arbre. »« Comment l'aurais-je oublié ?» dit Stella. « Nous avons passé tant de soirées allongées au pied de ce chêne. » David s'approche de l'arbre. Il écarte les bras pour entourer le tronc. De l'autre côté, ses mains se rejoignent presque. Il fait un effort et il sent les doigts de ses deux mains qui s'effleurent sur l'écorce. « Ça y est, dit-il, je crois que le moment est venu. Tu te souviens de ce que nous disions à propos de cet arbre ?»« Oui, » murmure Stella. « Nous avions promis de nous épouser, mais seulement quand tu serais grand. Alors tu as dit que tu me demanderais en mariage le jour où tu pourrais entourer l'arbre de tes bras. Eh bien, je crois que ça y est. À vrai dire, je me suis beaucoup entraîné pour ça. Tu imagines, si mes bras n'avaient pas grandi assez. » Il rit à nouveau et s'allonge au pied de l'arbre. « C'est ce que j'ai toujours désiré, » dit Stella. « Lorsque nous nous allongions ici et que nous formions des vœux en voyant passer une étoile filante, je n'avais qu'un seul désir. Je répétais « Faites que David veuille encore de moi quand nous serons grands. » Il se penche vers elle et l'embrasse longuement. « Tu te rappelles de notre premier baiser ?» demande-t-il. « Oui, comme si c'était hier. » Elle se redresse brusquement. « Nous avons commencé à jouer à cache-cache. Tu as fermé les yeux et tu t'es mis à compter. Oh, ferme les yeux, David. Ferme les yeux et compte comme ce jour-là. » David ferme les yeux en souriant. 1, 2, 3, 25, 40, 100. Il se redresse, après avoir triché pour la retrouver plus vite, comme il le faisait déjà jadis. « Stella !» dit-il en s'enfonçant dans les forêts. « Stella, où es-tu » La forêt est plongée dans le silence. Il guette le moindre bruit de pas, mais n'entend rien. Soudain, il voit trembler les feuillages au loin. Il se met à courir, mais un cri l'arrête. Un cri bref et terrible. « Stella !» hurle-t-il. Il se précipite et tout à coup, il la voit. Elle est allongée sur les feuilles. Elle a une blessure au front et l'herbe est rougie près de son visage. Un homme est debout près d'elle, une branche à la main. En voyant David, il roule des yeux affolés. Le jeune garçon le connaît bien. Il s'appelle Murdoch. C'est un vagabond qui vit dans la forêt depuis toujours. Il a déjà été en prison pour des babioles et on dit qu'il est à moitié fou. « Qu'as-tu fait ?» dit David en s'approchant de lui. « Qu'as-tu fait à Stella ?» L'homme lâche son bâton et se met à courir. « Au secours !» hurle David. « Au secours !» Il prend la main de Stella entre les siennes et tente de la réchauffer. Il regarde ses yeux grands ouverts, figés dans une dernière expression d'effroi. « Je vais le tuer !» se dit-il en se redressant. « Je vais tuer ce salaud !»
Il se précipite à sa poursuite. À une centaine de mètres, l'inconnu escalade déjà le petit muret qui protège la voie ferrée. C'est alors que surgit un train. David gravit le mur, mais quand il saute enfin de l'autre côté, l'inconnu a disparu. Il a réussi à grimper dans le train qui s'éloigne. Cette nuit-là, David ne rentre pas chez lui. Il revient auprès du corps de Stella et, en tenant sa main, il regarde les étoiles filantes. À chaque fois qu'il en voit passer une, il ferme les yeux et il prie de toutes ses forces. « Oh, faites que je retrouve Murdoch, par pitié. Faites que je puisse le tuer de mes propres mains. » Les policiers qui mènent l'enquête sur la mort de Stella Carter n'ont pas le moindre indice. À vrai dire, sans le témoignage de David, ils ne peuvent rien. Or, celui-ci s'obstine à leur mentir. « Je n'ai rien vu, leur dit-il. Stella s'est éloignée un moment, j'ai entendu un cri, mais quand je suis arrivé, elle était déjà morte. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. » Au fond de lui, David n'a qu'une seule crainte. Que les policiers arrivent à mettre la main sur l'assassin de Stella. Ainsi, il s'en tirerait avec une 20aine d'années de prison. Et pour un type pareil, la prison est encore beaucoup trop douce. Alors David met au point sa vengeance. Tout d'abord, il doit retrouver Murdoch. Avant le drame, on le voyait de temps en autre dans les rues de Freetown, mais depuis, personne ne l'a revu. Apparemment, il n'est pas revenu dans la ville. David est allé plusieurs fois dans la forêt en espérant mettre la main sur lui, mais il ne l'a pas trouvé. Il est peut-être à l'autre bout du pays, peut-être même a-t-il émigré, suppose David. Mais ça ne fait rien. Je l'aurai. Quelques mois plus tard, ce sont les vacances. David s'en va, un sac sur le dos, soi-disant pour camper dans la région. En fait, il a décidé de suivre le trajet de la voie ferrée en demandant des nouvelles de Murdoch à chaque ville où le train s'arrête. Hélas, cette longue enquête ne donne pas grand-chose. Alors, en rentrant à Freetown, quelques jours avant la rentrée des classes, David prend une décision. Il n'a plus qu'une seule chance de retrouver Murdoch, et cette chance, il est prêt à la jouer, même s'il doit pour cela gâcher sa vie. « Écoutez, dit-il à ses parents, j'ai décidé d'abandonner mes études, ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, c'est entrer dans la police. Or, le concours aura lieu dans un mois, je vais donc le préparer. » Les parents de David sont éberlués. Jusqu'à présent, il adorait l'école, il rêvait de devenir ingénieur. Au lieu de cela, il va tout laisser tomber pour devenir sergent. Enfin, c'est incompréhensible. Ils essaient de le raisonner, de le faire revenir sur sa décision, mais il n'y a rien à faire. Ils finissent même par se fâcher avec lui. « Nous avons fait des efforts, David. Nous nous sommes saignés aux 4 veines pour que tu réussisses. Et tu nous annonces que ça ne t'intéresse plus ?» lui dit son père. « Tu te moques de nous ?» ?»« Non, » répond calmement David. « Inutile d'insister, je ne changerai pas d'avis. » Il quitte donc ses parents, ou plutôt, ceux-ci le mettent à la porte. En attendant l'examen, il trouve une petite chambre que lui loue une vieille femme contre quelques heures de ménage. Un jour, se dit-il, quand tout sera fini, je leur expliquerai. Le jour de l'examen, par une étrange ironie du sort, le sujet qui est soumis au candidat est « Pensez-vous que, dans certains cas, les gens aient le droit de se faire justice eux-mêmes ?» David sourit en lisant la question. Il a envie d'écrire « Quand il s'agit de salauds comme Murdoch, tout est permis, mais il se contrôle et rend un devoir où il explique que la justice est souveraine. » Quelques jours plus tard, les résultats sont rendus. Non seulement David est admis, mais il arrive en première position. Et à l'inverse de ses camarades qui demandent tous à être affectés dans de grandes villes, David, lui, décide de rester au commissariat de Freetown. Maintenant, se dit-il, la deuxième partie de mon plan va pouvoir commencer.
Murdoch ne pourra plus m'échapper longtemps. Laissons refroidir un instant la vengeance de David. Elle n'en sera que plus cruelle. David a l'habitude de travailler tard au commissariat. Il est tellement studieux que ses collègues se moquent gentiment de lui. « Tu penses jamais à t'amuser ?» lui demande Gary, un jeune stagiaire venu de la ville voisine. « Tu as tort. Moi, je suis pas là depuis longtemps, mais je trouve que les filles de Freetown sont sacrément jolies. » David serre les poings en songeant à Stella, mais s'efforce de sourire. Enfin, un soir, il se retrouve seul comme il l'avait tant espéré. Il descend dans la cave où se trouvent les fichiers et commence à les consulter. Il trouve rapidement ce qu'il cherche. Murdoch, Philippe, condamné pour grivellerie, vol à la tire et vagabondage. Suit une description du clochard et enfin la mention « actuellement libre de toute inculpation ». David referme le dossier. S'il se tient tranquille, se dit-il, on ne le retrouvera jamais. Il faut donc que j'arrange ça. Cette nuit-là, David retourne dans la forêt. Ce qu'il va faire demande un certain courage, mais il est prêt à tout pour retrouver l'assassin de Stella. Bien sûr, de longs mois ont passé déjà, mais en revoyant le vieux chêne, David a les larmes aux yeux. Il a l'impression que c'était hier. Il sort son revolver de son étui et inspire profondément. « Je dois mettre le paquet », se dit-il. « Sinon, on recherchera juste Murdoch dans les alentours. Il faut que la police fédérale s'en mêle. » D'une main tremblante, il retire le cran de sûreté. Il ferme les yeux, pose le canon de son revolver sur sa cuisse, puis il pense de toutes ses forces à Stella et tire. Une douleur atroce lui déchire les muscles. Il s'écroule sur l'herbe, évanoui. Après des recherches de plusieurs heures, ses collègues ne le retrouvent qu'au petit matin. « Bon Dieu !» demande Gary, tandis qu'on emporte David sur une civière. « Mais dis-moi qui t'a fait ça, David? Tu as pu le voir ?»« Oui, » murmure David. « C'est un vagabond, un nommé Murdoch. J'ai sorti mon arme, mais il a été plus rapide. »« T'en fais pas, mon vieux, on va le coincer. On va ratisser la forêt. Il est sûrement pas loin. »« Ah si, répond David. « Après m'avoir tiré dessus, il a sauté le petit muret. Je crois qu'il a réussi à attraper le train. » D'accord, David. Alors, dans ce cas, on va mettre les fédéraux sur l'affaire. Quelques jours plus tard, David est sur pied. Il n'a plus qu'à attendre. Il n'a pas réussi à mettre la main sur Murdoch tout seul, mais désormais, la police est sur le coup et tous les commissariats du pays détiennent la photo du vagabond. Maintenant, se dit-il, maintenant je le tiens. Il doit se cacher dans je ne sais quel coin perdu, mais il ne peut plus m'échapper. Un de ces jours, on va le ramener à Freetown, des menottes au poignet. Alors, je m'occuperai de lui. L'instant que David a tant espéré se produit enfin. En effet, un soir, il y a un coup de téléphone dans le bureau. Gary décroche et regarde David en souriant. « David, ça y est, dit-il en raccrochant. On a réussi à coincer le fumier qui t'a tiré dessus. Maintenant, il va payer, fais-moi confiance. » « Oui, se dit David dans un sourire. Il va payer, mais pas comme tu le crois, Gary. Pas comme tu le crois. Quelques heures plus tard, Murdoch est ramené à Freetown. On l'enferme dans une cellule du commissariat où il restera jusqu'au jugement. « J'ai rien fait !» crie-t-il en s'agrippant au barreau. « Ça fait plusieurs années que je me tiens tranquille. »« C'est ça !» réplique Gary. « On lui dira. T'es le flic que t'as agressé dans le bois, hein? C'est rien peut-être. T'as beau gueuler, mon vieux, t'en prendras quand même pour 10 ans minimum. »« Le flic ?» s'écrie Murdoch. « Mais quel flic? Vous êtes fous? J'ai rien à voir là-dedans, moi, c'est une erreur judiciaire. » David vient d'entrer. Il écoute la conversation en souriant.
Tout à coup, il s'approche de la cellule. Il se plante devant Murdoch et le regarde droit dans les yeux. Bien sûr que t'es innocent. On le sait très bien, Murdoch. Seulement, t'es peut-être coupable d'autre chose. Qu'est-ce que tu dis? Demande Gary. Rien, rien, répond David. Je le fais marcher, c'est tout. Murdoch a tout de suite reconnu David. En le voyant dressé devant lui, il se terre au fond de sa cellule. « C'est un coup monté !» crie-t-il à Gary. « Ce flic m'en veut. C'est lui qui m'accuse, hein? Eh ben, c'est un menteur. Je l'ai jamais touché. » « Tu veux que je te laisse avec lui, David ?» demande Gary. « Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Après tout, il aurait pu te tuer. Non, je te demande quand même une chose, mon vieux. Hein? Ne la moche pas trop. Après, on va encore dire qu'il se passe de drôles de trucs dans les commissariats. T'inquiète pas, Gary. Je vais juste parler avec lui, dit David. Va te coucher tranquillement. Je garderai le commissariat cette nuit. Me laissez pas avec lui, hurle Murdoch. Il m'en veut, je vous dis. Il va me tuer. Gary entraîne David à l'écart. Tu vas pas faire ça, pas vrai, hein? Et tu vas pas le tuer parce qu'il t'a tiré dessus, quand même. Non, répond David en souriant. Non, je vais pas le tuer pour ça. Rassuré, Gary s'en va. Alors David s'approche de Murdoch. Celui-ci s'est assis sur son lit. Il a l'air résigné. Ça fait déjà presque 1 an que je te cherche. Je suis même entré dans la police pour te retrouver. Je sais, répond Murdoch. J'ai tout fait pour vous échapper. J'ai essayé de m'enfuir à l'autre bout du pays, mais il n'y avait rien à faire. On était destinés à se retrouver, hein? David tire de sa poche la clé de la cellule, puis il l'ouvre. « Où m'emmenez-vous » demande Murdoch. « Là où tu as tué Stella » répond David. « Je veux t'entendre crier, supplier comme elle l'a fait. » Murdoch se lève sans résister. À cet instant, David remarque qu'il a une béquille. Le vagabond marche avec difficulté en s'appuyant lourdement sur sa canne. « N'essaie pas de m'attendrir, » dit David en tirant son revolver de sa poche. « Avance plus vite que ça !» Les 2 hommes traversent lentement la ville dans la nuit. Lorsqu'ils arrivent en lisière de la forêt, Murdoch s'écroule à bout de force. « Ma jambe, j'ai trop mal, je peux plus marcher. »« Lève-toi !» Il n'y a plus pour très longtemps maintenant. Dans quelques minutes, tu pourras te reposer pour toujours. Enfin, ils arrivent à l'endroit où le drame a eu lieu. David sent un frisson glacé le parcourir. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu tué, Murdoch? Non, répond calmement le vagabond. Vous avez toujours cru que j'avais tué cette fille, hein? Ben, c'est une erreur. C'était un accident. Tu mens, s'écrie David. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Mais je vous dis la vérité. Écoutez-moi, cette nuit-là, votre amie, elle est montée aux branches d'un arbre. Je pense qu'elle jouait à se cacher, hein. Lorsque je l'ai vue, je me suis approché, mais à ce moment-là, une branche a cédé. Elle a crié, et en tombant, elle a heurté une pierre de la tête. Alors, je me suis précipité, mais elle était déjà morte. C'est alors que vous êtes arrivé à votre tour. David lève les yeux vers l'arbre que le vagabond lui montre du doigt. Il voit, à travers le halo de ses lames, plusieurs branches brisées nettes. Ainsi, cet homme dit vrai. Depuis des mois, David cherche à se venger d'un crime qui n'a pas eu lieu. Il range son revolver dans sa poche. D'une voix brisée, il dit « Allez, fiche le camp, Murdoch. Laisse-moi seul. J'avouerai à mes chefs que tu n'es pour rien dans ma blessure. » Pourtant, le vagabond ne s'en va pas, au contraire. En s'appuyant sur sa béquille, il vient se planter devant David. « Écoutez, monsieur, écoutez la fin de l'histoire. Lorsque vous m'avez vu, vous vous êtes mis à hurler, alors moi j'ai pris peur. Personne n'aurait voulu croire que c'était un accident, puis j'avais déjà été condamné, alors je me suis enfui.
J'ai sauté le petit muret et j'ai essayé d'attraper le train au vol. Malheureusement, une roue m'a happé le pied. J'ai quand même réussi à grimper dans un wagon à bestiaux, mais quelques jours plus tard, il a fallu m'amputer. David lève les yeux sur Murdoch. Le regard du vagabond brille de haine. Je suis pour rien dans la mort de votre ami, monsieur le policier. En revanche, c'est bien à cause de vous que je suis infirme. J'ai essayé d'oublier, de vous chasser de mon esprit, mais c'est vous qui m'avez retrouvé. Alors, tant pis pour vous. Vous allez payer. David lève ses bras pour se protéger, mais la béquille l'atteint en pleine tempe. Le vagabond frappe encore. Enfin, il jette sa béquille par terre et s'assied aux côtés de sa victime. Cette fois, se dit-il, je n'essaierai pas de m'enfuir. Ils me retrouveront au petit matin. Et ils me tueront certainement, mais au moins, ce sera pour un crime que j'ai vraiment commis. De Kurt Steiner, trop massif pour son cou, semble faire irruption au-dessus de ses larges épaules. Il se tient droit comme un nid et donne l'impression de regarder les gens du haut de sa grandeur à cause de cette manière qu'il a de porter le menton en avant. Ainsi en a-t-il toujours été avec Mildred, sa femme. Parfois, il se montre dur, d'autres fois plein de sollicitude, mais ces rares moments de tendresse ne sont jamais dépourvus d'une certaine arrogance inconsciente, comme s'il voulait alors la récompenser de sa bonne conduite. Aucun des chefs de chantier de la Trans-American Construction Company n'a mieux réussi que lui. S'il est reconnu par tous comme intègre, Kurt Steiner sait tirer le meilleur rendement de ses hommes, même de ceux qui n'ont jamais travaillé de leur vie auparavant. Il est capable de construire des routes à travers une jungle infranchissable et, littéralement, de déplacer des montagnes. Le rythme de son activité ne varie jamais, ne ralentit jamais. Il est aussi régulier que la pendule accrochée dans son bureau et qui marque aujourd'hui 10h moins 22 minutes. 22 minutes avant l'heure fixée pour sa mort. Il est assis derrière son bureau, sa tête et ses épaules semblables à celles d'un buste de marbre. La sueur qui s'étale sur son visage n'est pas plus épaisse que d'habitude. Il fixe tranquillement sa femme debout devant lui dans la chaleur étouffante qui baigne les 4 murs de préfabriqués au cœur de la jungle. J'ai ordonné que l'explosion des bâtons de dynamite pour dégager les rochers ait lieu à 10 heures précises, explique-t-il. Je fixe toujours le moment exact, afin que tout le monde puisse s'éloigner du secteur dangereux. Je veux dire, aussi bien ceux du chantier que les Indiens du village voisin. À 10 heures exactement, le bruit de l'explosion étouffera celui du coup de feu. Cela signifie qu'à cette heure exacte, ma chérie, je serai mort. Sa femme ne répond pas. Mildred Steiner a été autrefois une femme très séduisante, mais dans la jungle, la beauté résiste mal. Une fleur coupée le matin se fane dès midi. Oh certes, Mildred est loin d'avoir atteint la décrépitude. Elle lutte obstinément pour lui échapper, au contraire, mais si son corps paraît encore jeune, on sent en elle une profonde lassitude, comme si son cerveau avait accepté une défaite que sa volonté refusait. Pourquoi me dis-tu ça? Questionne-t-elle enfin. C'est pour me faire cette confidence que tu m'as fait venir par cette chaleur? Apparemment, observe-t-il,
L'idée de ma mort dans 21 minutes d'ici ne semble pas t'inquiéter outre mesure, ma chérie. Tu n'es même pas un tout petit peu inquiète? Elle hausse les épaules. Je ne te crois pas, Kurt. Pourtant, répond le chef de chantier, mon revolver ne se trouve plus à sa place. Si tu l'affirmes, je suppose que c'est vrai, répond-elle tranquillement. Mais est-ce vraiment important? Pourquoi en déduis-tu que celui qui t'a volé cette arme va essayer de te tuer? Kurt Stener hoche la tête. Parce que c'est le seul revolver du camp, Mildred. Tu le sais très bien. Je ne permets jamais à mes ouvriers de porter une arme à feu. Un faux mouvement, une querelle, et la tragédie éclate. Sous ce climat, les hommes sont difficilement maîtres de leur nerfs. Moi, je le suis, et puis moi, je suis leur chef, ce qui m'autorise à posséder un revolver. Ses épaules massives s'arc-boutent et repoussent la chaise. Puis, elle se voûte de nouveau et Kurt Stener apparaît, contournant le bureau. La chaise est munie de roues qui produisent en roulant un grincement aigu. Sous l'énorme torse d'un homme jadis plein de force, le moignon d'une jambe amputée apparaît près de l'autre jambe, intacte. La chaise roulante s'immobilise devant une cage grillagée posée sur une table près du bureau. Kurt jette un regard à l'intérieur de cette cage. Le devant de la cage est grillagé, les côtés recouverts de métal. L'intérieur, plongé dans l'ombre, semble vide à première vue. Mais tandis que l'homme amputé l'observe, quelque chose remue dans l'obscurité de la cage. « Il m'attendait », dit le chef de chantier. « Il sait à quelle heure je le nourris et il vient m'accueillir. Il me aime et il a besoin de moi. » Et il prend sur la table un petit récipient de verre dont il fait glisser une partie du contenu dans une ouverture à glissière pratiquée sur le sommet de la cage. La tête étroite, plate, du serpent apparaît. Des cercles rouges glissent le long du dos qui se déroule avec lenteur. Une langue fourchue darde à intervalles rapides. Les yeux, deux miroirs jaunâtres, reflétant la lumière, étincellent dans les ténèbres. « Gargantilia » murmure Kurt, comme fasciné. « Gargantilia » c'est ainsi que les Indiens t'appellent le collier de perles, le collier de mort. Eh bien, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, Gargantilia. Tu n'as eu qu'une partie de ma jambe. Mais aujourd'hui, quelqu'un armé d'un revolver finira le travail à ta place. Mange ton déjeuner, mon beau, mange, mange. Oui, je sais, tu voudrais que j'approche ma main. Tu détestes être en captivité, n'est-ce pas? Tu aimerais tellement planter tes crocs venimeux dans ma chair. Arrête! Dit Mildred, agitée d'un frisson presque imperceptible. Je trouve ça horrible. Pourquoi ne l'as-tu pas tué après qu'il t'ait mordu? Pourquoi le gardes-tu enfermé ici comme un trophée vivant? Kurt Stener repose sur la table le récipient contenant les insectes vivants et se tourne en souriant vers sa femme. Tu me refuses le droit d'avoir quelques plaisirs, Mildred? Ils sont devenus si rares, mes plaisirs. Pourtant, Gargantilia a pris ma jambe, je lui prends sa liberté. C'est dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Tout s'échange dans la vie. Mais j'oublie trop souvent que tu as horreur des serpents, ma chérie. Mildred a pâli et ses yeux fixent le reptile dans sa cage. Tandis que son mari prend place en face d'elle, la cage à ses côtés, elle ne le quitte pas des yeux comme envoûtée par la peur. Kurt Stener observe la pendule. Il est 10h moins 16. Qui est-ce selon toi, Mildred? Pardon? Interroge-t-elle comme sortant d'un rêve. Je t'ai posé une question, ma chérie. À 10h précises, qui va venir me tuer, selon toi? Mildred ne répond pas. La lumière venant de la fenêtre dessine une tache d'un blanc violent sur le mur. On entend sur le chantier les ouvriers en train de charger un camion qui doit se rendre au tunnel, distant d'1 kilomètre environ. Personne d'autre que moi n'entre dans cette pièce, poursuit Kurt Stener, sauf Alistair, Miguel et le docteur Landry, 2 hommes et un adolescent qui ont 2 traits communs.
Ils t'aiment et me haïssent. Je me demande lequel des trois me déteste le plus. Ou plutôt, je devrais dire, lequel des trois est le plus amoureux de ma femme. Mildred Steiner n'observe plus le serpent ni la tache blanche sur le mur, mais le visage de son mari. Il n'a pas posé une simple question, il est en train de procéder à un interrogatoire. Les mains de la jeune femme se crispent sur son sac, sa bouche se durcit, mais elle ne répond pas. « Parlons un peu de Miguel », continue son mari. Il t'adore, ce garçon. Forcément, un jeune serviteur orphelin et une jolie femme plus âgée, sans enfant. Rien d'étonnant qu'il soit jaloux de moi et qu'il veuille me tuer. Cette fois, Mildred réagit. « Je t'en prie, dit-elle, ne sois pas stupide. Miguel n'est qu'un enfant. » Un enfant? Tu le vois avec d'étranges yeux, ma chérie. L'enfant que nous avons connu en arrivant ici est devenu un jeune homme dont l'imagination bat la campagne. J'ai observé la manière dont il te regarde. Quelle intensité, quel feu! Il veut te protéger, Mildred. Il veut te placer hors de portée des mains brutales du vieux gringo que je suis. Il t'adore, je t'assure. Tais-toi, Kurt. Tais-toi. Tente de l'interrompre sa femme. Il t'adore et il me hait, poursuit impitoyablement son mari. Mais l'idolâtrie d'un jeune homme trop romantique suffira-t-elle à le pousser au crime? Est-ce que c'est lui qui pressera la gâchette? Là est la question, bien évidemment. Mildred contrôle son souffle comme si le simple fait de respirer l'empêchait d'accorder aux paroles de son mari toute l'attention nécessaire. Si tu crois vraiment que quelqu'un veuille te tuer, dit-elle, pourquoi ne pas faire fouiller tout le camp pour retrouver ton revolver? Le regard que Kurt Steiner pose sur sa femme se teinte d'un étonnement ironique. Ça, c'est une idée, ma chérie. Pourquoi ne suis-je pas aussi intelligent que ma femme? Si je l'étais, je pourrais être président de la compagnie et habiter un appartement avec terrasse à New York. Ça te plairait, ça, n'est-ce pas? Tu aimerais bien quitter à jamais ce misérable camp perdu dans la jungle. Mais que devrais-je faire fouiller, selon toi? Les baraquements des ouvriers? Celui des contremaîtres? L'entrepôt? Ou bien allons-nous simplement faire aligner les hommes en leur demandant lequel d'entre eux a pris mon revolver dans mon bureau avec l'intention de me tuer? Mais enfin, s'exaspère Mildred, qu'est-ce qui te prouve que quelqu'un veut attenter à ta vie? Que tu n'es pas le jouet de ton imagination? Voyons, ma chérie, tu sais très bien que je ne suis pas un rêveur, mais un homme très pragmatique. Je n'imagine jamais, sauf peut-être ce fameux jour. Il abaisse sa main et caresse le haut de sa jambe amputée. Oui, sauf ce fameux jour où Landry m'a coupé la jambe, tu te rappelles? Ça s'est passé ici même, dans ce bureau. Landry affirmait qu'il fallait faire vite. Il m'a opéré sans anesthésie. Je l'ai observé. Je crois qu'il prenait un certain plaisir à me charcuter la jambe. Ça n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Mildred. Et il aurait pris encore plus de plaisir si j'y avais laissé ma peau, crois-moi. Il faut dire que la tentation devait être forte de m'expédier dans l'au-delà pour un homme ayant légalement le droit de tuer. Ça se comprend fort bien. Quelle occasion extraordinaire de se débarrasser de son rival. Mildred hausse les épaules. Son rival, répète-t-elle ironiquement. Dès qu'un homme m'adresse la parole, dès qu'il lui vient à l'esprit que moi aussi j'ai un cerveau et que je peux avoir envie de m'en servir, alors il devient à tes yeux un rival. Non, répond Kurt Steiner. Il est mon rival parce qu'il t'aime. Pourquoi crois-tu qu'un homme ayant les capacités de Landry reste dans un endroit pareil? Quand il est arrivé ici, il ne parlait que de retourner aux États-Unis. Son contrat a expiré il y a 6 mois et il n'a même pas cherché à obtenir son transfert. Il faut qu'il y ait une raison à cela. C'est exactement la question qui me hantait quand j'ai posé le pied sur notre ami le serpent ici prisonnier.
Elle me troublait tellement l'esprit que je n'ai même pas aperçu ce serpent, malgré ses brillantes couleurs, et le Gargantilia n'attaque jamais, tu le sais, n'est-ce pas? C'est une paisible créature qui ne cherche d'histoire à personne, à moins qu'il ne se sente provoqué. Kurt Stenner se penche sur la cage, puis se retourne vivement et fixe sa femme. Selon toi, est-ce Landry? Est-ce ton amant qui va franchir le seuil de cette porte pour me tuer? Les yeux de Mildred brillent de dégoût et de colère. D'une main tremblante, elle essuie la sueur qui fait briller son front. « Pourquoi n'appelles-tu pas Miguel et Landry ?» demande-t-elle. « Pourquoi ne leur donnes-tu pas la possibilité de répondre à tes accusations ?» Kurt Stenner fait la moue. Il semble jouer au chat et à la souris avec sa femme. Mais parce que, ma chérie, ils ne sont peut-être pas coupables tout simplement. C'est justement le sujet de notre conversation. Nous cherchons à identifier un assassin. Ma seule chance de salut est de le trouver avant qu'il n'ait frappé. Je suis un infirme, un homme désarmé qui attend la mort. Je ne parviendrai à rester en vie que si je peux deviner qui est l'homme qui va entrer dans cette pièce armé de mon revolver dans exactement 7 minutes. Si je parviens à connaître l'identité du criminel avant qu'il me tire, alors je pourrais peut-être jouer au plus fin avec lui. Admettons qu'il s'agisse de Miguel. Il est jeune, passionné, dangereux, mais j'ai pour moi mon expérience d'homme mûr. Et puis les jeunes gens s'effraient aisément, et à la pensée de l'enfer qu'il attend pour son crime, ça le fera peut-être reculer. En revanche, cette pensée n'aura aucun effet sur Landry qui a l'âme mieux trempée, tu ne crois pas? Je crois, répond lentement Mildred, que tu joues un drôle de jeu. Pourquoi veux-tu que je reste ici avec toi? Pourquoi? Mais parce que tu es ma femme, ma chérie. Tu ne veux pas aider ton vieux mari à sauver sa peau? N'oublie pas que tu connais Landry beaucoup mieux que moi. Le visage de Mildred se crispe. Tu n'abandonnes jamais la partie, n'est-ce pas, Kurt? Tu es incapable d'oublier. Kurt observe sa femme. Je n'oublie jamais l'image de ma femme dans les bras d'un autre, répond-il calmement. Pendant un moment, on n'entend plus dans la pièce que le tic-tac de la pendule dévorant les minutes. Mildred est immobile, attendant les mots qui vont suivre. J'avais pensé que nous serions en sécurité ici, poursuit Kurt. J'étais assez stupide pour croire que, si je t'éloignais de la tentation, le passé pourrait être oublié. Kurt, ce passé n'existe pas, insiste Mildred. Il n'a jamais existé, il n'y a jamais eu. Je suppose qu'une femme comme toi ne peut changer, l'interrompt son mari. Partout où tu iras, tu déclencheras des drames. Non, Landry ne pose pas un problème aussi simple que Miguel. Si c'est lui qui entre avec mon revolver, ma situation sera désespérée. Autant que les choses soient claires et nettes en ce cas. Tu comprends pourquoi je t'ai fait venir ici à présent? Ce n'est pas que je regrette particulièrement de quitter ce bas monde, mais je suis comme le Gargantilia, ma chérie. Je n'aime pas qu'on me provoque. Si je dois être exécuté, que ça se passe correctement, en présence d'un témoin. Mais je ne te force pas à rester. Tu peux partir si tu veux. À toi de décider. Que va faire Mildred Stenner? Si le serpent est enfermé dans sa cage, elle aussi est prisonnière de son mari, d'une certaine façon. Leur sort à tous deux dépend de l'esprit tortueux de Kurt Stenner et la vie de ce dernier, de l'homme qui, à 10 heures, poussera la porte. Je vais rester avec toi.
Décide enfin, Mildred Stenner. Merci, ma chérie. Répond doucement son mari. Cela me réchauffe le cœur de voir que ma femme m'aime à ce point. Au fait, ce ne sera peut-être pas Landry qui ouvrira cette porte, mais Nick Alister, par exemple. Kurt épie la réaction de sa femme, mais le visage de celle-ci n'est qu'un masque figé par l'attente. Est-ce qu'Alister est ton amant, Mildred? Interroge le chef de chantier. Je n'ai pas d'amant, répond-elle calmement. La jalousie te rend fou. Kurt Stenner se penche en avant dans sa chaise roulante. Ma chérie, faisons le point, veux-tu? Le docteur Landry t'aime et me déteste, mais il est aussi âgé que moi et ses cheveux sont encore plus gris que les miens. Nick Alister, lui, est beaucoup plus séduisant. Tu l'as bien remarqué, n'est-ce pas? La première fois qu'il est arrivé par l'avion qui apporte le ravitaillement. Cet avion que tu guettes chaque mois avec tant d'impatience. Tout le monde au camp attend cet avion, proteste Mildred. Il apporte aussi le courrier. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Et le facteur, c'est Alister. Je le lis sur ton visage. Et je lis aussi que tu es en train d'attendre quelque chose en ce moment. L'avion se trouve sur la piste d'atterrissage. Il s'envolera dès que l'explosion aura eu lieu. Tu le sais, bien sûr. Tu sais aussi qu'habituellement, ce cher Alister attend un jour de plus. Mais aujourd'hui, il est pressé. Pressé de partir avec toi. Les doigts de Kurt Stenner se sont crispés sur les bras de son fauteuil roulant. Il est trempé de sueur. Ses mots ressemblent à des coups de poing. C'est lui que tu aimes, n'est-ce pas? Je veux la vérité! Mildred affronte son regard. La vérité, répond-elle d'un ton froid. La vérité, c'est que l'homme que tu soupçonnes n'est autre que toi-même. Tu es ton propre rival, Kurt. Ce n'est ni Miguel, ni Landry, ni Alister, c'est toi. Tu ne permets à personne de m'aimer parce que tu as peur de l'amour. Tu veux être une sorte de dieu, non un être humain. C'est pour ça que tu détestes toute tendresse et que tu t'inventes des rivaux. La voilà la vérité. Es-tu satisfait à présent? Au lieu de se fâcher, le chef de chantier sourit. Ses yeux se tournent vers la pendule. Je te remercie, Mildred. Oui, je suis satisfait, car j'ai la réponse que je cherchais. Je sais à présent que tu me détestes assez pour désirer ma mort. Maintenant, donne-moi mon revolver, s'il te plaît. Oui, celui qui est dans ton sac. Non, tu as vraiment cru que tu parviendrais à me tuer sans que je me méfie? Remarque, c'était bien calculé. À 10h pile, l'explosion aurait couvert le bruit de la détonation et l'avion t'aurait ensuite emporté loin d'ici avant qu'on ne découvre mon cadavre. Mais c'est raté, ma chérie. Et maintenant? Brusquement, Kurt Stenner s'empare de la cage contenant le serpent et la jette aux pieds de sa femme. Mildred pousse un cri d'effroi. Le haut de la cage a été ouvert. Le gargantilla sort et rampe vers la jeune femme. Celle-ci saisit le revolver qu'elle a dissimulé dans son sac et appuie sur la détente. La détonation éclate comme un coup de tonnerre. Puis, c'est le silence. Un silence pesant, oppressant. Lâche ce revolver, ordonne Kurt. Mildred, fascinée, regarde le serpent enroulé sur le sol. Lâche ce revolver, répète son mari. Tu ne peux plus tirer sur moi à présent. Ils ont entendu le coup de feu sur le chantier. Ils vont venir voir ce qui se passe. En effet, on entend des cris s'élever, des voix se rapprochent. Le gargantilla, murmure Mildred. Oui, le gargantilla, répond Nico son mari. Il a payé sa dette envers moi. Je savais que tu avais le revolver et que, grâce à ce bon vieil ami, je pouvais t'obliger à tirer le moment venu. À présent, il est trop tard pour toi, Mildred.
Donne-moi le revolver. Tu as perdu. Il se courbe, les épaules en avant, et fait rouler sa chaise vers sa femme. Ses yeux sont fixés sur l'arme. Ce n'est qu'au moment où les roues caoutchoutées touchent le serpent que Kurt Stenner baisse les yeux. Il voit alors ce qui retenait si fort l'attention de sa femme. La bête n'est pas morte. La balle l'a raté de quelques millimètres avant de s'enfoncer dans le plancher. Et soudain, le serpent venimeux se tourne vers lui. Kurt Stenner voit aussi la tête étroite, les cercles rouges qui glissent le long de son dos, sa langue fourchue qui darde à intervalles rapides, ses yeux jaunes reflétant la lumière comme dans un songe. Tandis que ses mains se crispent inutilement, vainement, pour faire reculer son fauteuil roulant. Il croit entendre la voix de sa femme. Le Gargantia n'attaque jamais, Kurt. C'est une paisible créature qui ne cherche d'histoire à personne, à moins qu'il ne se sente provoqué. Et tu n'as cessé de me provoquer pendant des années, mon chéri. Mais peut-être Mildred n'a-t-elle rien dit. Peut-être n'est-il que le jouet de la terreur qui s'est emparé de lui. Au moment où le serpent venimeux referme ses crocs sur la jambe valide de son mari, Mildred Stenner, calmement, lâche le revolver et se dirige vers la porte. Dehors, elle rencontre Miguel qui, haletant, courait vers le bureau. « Le serpent !» crie-t-elle. « C'est terrible! Il s'était sauvé de la cage. J'ai essayé de le tuer, mais je l'ai raté. » Elle retient le jeune homme assez longtemps pour pouvoir entendre le cri d'agonie de Kurt Stenner juste avant l'explosion. Mais soudain, elle se sent libre. Libre, comme jamais encore elle n'avait été libre.